Et si dans quelques années, nous nous installions sur d'autres planètes ? L'équipe INRES vous présente l'interview du chercheur en ethnobotanique Romuald Leterrier, l'un des intervenants du documentaire « Le jour où les terriens sont devenus extraterrestres ». Adepte de la vision à distance, le remote viewing, il évoque la possibilité d'explorer l'espace tout en restant sur Terre. Belle écoute à toutes et à tous. Romuald, est-ce propre à l'être humain de vouloir explorer des zones inaccessibles, voire même hostiles et hors de portée ? J'aurais tendance à dire que c'est un instinct. La vie, le vivant, épouse l'espace. C'est-à-dire, tu te rends compte en fait que depuis l'origine du vivant, il y a toujours eu on pourrait presque parler d'un programme du vivant d'occuper l'espace, d'épouser l'espace. J'aime bien ce terme parce que tu t'aperçois qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule niche écologique sur Terre qui n'est pas occupée. Alors, c'est quoi ce concept de niche écologique ? C'est par exemple un habitat de la biosphère ou d'un écosystème qu'une espèce vient investir. Et cette espèce, en fait, si elle disparaît, une autre espèce va évoluer pour reprendre cet espace. Donc il y a un lien qui me semble clair entre l'espace et le vivant. Et donc l'être humain, en montant, on va dire, dans la conscience réflexive, a voulu continuer d'occuper l'espace, d'épouser l'espace, jusqu'à arriver à ces grands courants migrateurs qu'on observe à la préhistoire, et puis qui se sont développés, bien sûr, sur les époques contemporaines et qu'on a encore aujourd'hui, bien évidemment. On sait qu'au niveau mythologique, les êtres humains ont toujours projeté sur le ciel, sur l'espace, leur panthéon, c'est-à-dire leur monde des ancêtres, le monde des aïeux. Il y a d'ailleurs une tribu en Papouasie-Nouvelle-Guinée qu'on appelle les Abelam. On se sont rendu compte que chez eux, les étoiles sont considérées comme les yeux des ancêtres, donc comme le regard des ancêtres. Et d'ailleurs, ils créent des œuvres d'art qu'on peut regarder sous deux axes différents. Un axe terrestre où on regarde effectivement l'œuvre d'art comme ça, de façon frontale. Et puis il y a un axe sur ces œuvres qui est fait pour être vu par les yeux des ancêtres qui sont au firmament. Donc il y a cette notion aussi, déjà, quand on parle du paradis, on l'associe souvent au ciel. Déjà chez ces peuplades premières et aussi vraisemblablement chez les hommes préhistoriques, il y a cette notion que les aïeux, après le trépas, après la mort, se retrouvent au ciel et continuent d'observer d'un point supérieur de la réalité, continuent d'observer leurs descendants. Il y a ce lien vraiment de l'espace et support projectif de aussi nos désirs, nos attentes. Les dieux sont censés être dans l'espace, sont censés être au ciel. Donc il y a cette notion pour l'humain d'avoir projeté tous ses rêves, tous ses désirs et aussi tous ses fantasmes dans l'espace en fait. L'homme cherche des réponses dans l'espace. Il y a beaucoup de réponses qui sont sur Terre, mais il a tendance à penser qu'elles sont, justement parce qu'il y a ces schémas archétypiques, on va dire archétypes, qui font qu'on a tendance à associer à l'espace des êtres surhumains, surintelligents, omniscients, et donc on cherche, même inconsciemment, on cherche à aller vers ceci. Alors il y a aussi des enjeux politiques, bien sûr, pour la conquête de l'espace, on les connaît, mais il y a aussi une dimension profondément inconsciente, qui est de vouloir accéder à un autre statut d'humanité, qui est un statut surhumain, un statut de divinité vraisemblablement, en se disant d'aller dans l'espace. Et aussi d'avoir une prise de conscience. Parce que tu vois que les premiers astronautes qui ont vu la Terre depuis l'espace, ce fameux overview effect, quand ils ont vu la planète Terre, il y a eu une prise de conscience de sa fragilité aussi. Il y a vraiment une prise de conscience écologique à ce moment-là, de voir cette bulle extraordinaire, ce joyau au milieu de l'espace infini. Il faut faire attention parce que c'est tout petit en fait. Il faut prendre du recul. Voilà. Aujourd'hui, certaines personnes ont la volonté de recréer une biosphère sur Mars, alors que pourtant, nous sommes incapables de prendre soin de notre planète. L'overview effect déclenche une prise de conscience de la fragilité de notre écosystème qui vient renforcer ce paradoxe. Que dire à ce sujet ? Alors, est-ce qu'il faut aller dans l'espace ? Peut-être. Aujourd'hui, on parle justement dans les projets, des fois même un peu fantasmés, d'aller sur Mars ou autre, de vouloir recréer la planète Terre. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on se dit pourquoi terraformer Mars pour en faire une Terre, une biosphère,
alors qu'on a déjà cette biosphère qui est en souffrance et qui est en train de mourir. La différence peut-être, c'est que là-bas, on sera créateur. Ici, on n'a pas été. Et je pense que c'est fondamental de reprendre de A à Z le processus créatif de mettre en place une biosphère. Je pense que quand les êtres humains seront capables de faire ça, parce que pour l'instant ça reste complètement théorique et ça reste sur le papier et aussi, je le disais tout à l'heure, encore un fantasme, même si je pense que technologiquement et biologiquement c'est possible, mais quand l'être humain va prendre conscience des difficultés à harmoniser un écosystème, je pense qu'après, le respect pour la vie sera éternel. On se dit qu'effectivement, ici, on a tout, on a cette biosphère extraordinaire et qu'on n'est pas capable aujourd'hui de la préserver et on dépense des milliards pour aller dans l'espace, notamment par le biais de milliardaires qui aujourd'hui, il faut le dire, sont dans la logique aussi archétypale. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent aller dans l'espace, recréer une sorte de monde idéal pur, purifié, avec des gens vraisemblablement qui auront de gros moyens, qui pourront peut-être par le transhumanisme devenir presque immortels. En tout cas, c'est l'idée d'aller vers ça. Il y a une pensée comme ça cosmique, cosmiste même. C'est une pensée même qui existait déjà dans la philosophie en URSS, l'ex-URSS, même en Russie, et qui a été repris par pas mal de transhumains au final. Être cosmiste, c'est accéder à un statut d'humanité supérieur par le biais de cette colonisation spatiale. La philosophie cosmiste, ça vient solutionner tous les grands problèmes d'humanité. C'est rendre les hommes immortels, c'est même ressusciter les morts, c'est accéder à un niveau surhumain, c'est de pouvoir empiétrer sur l'espace cosmique et aussi aller vers d'autres mondes pour aller à la rencontre d'êtres supérieurs, plus évolués. Voilà, c'est cette pensée-là, le cosmiste. C'est très proche du transhumanisme, au final, dont on voit aujourd'hui la réalisation dans la matière, avec ces grands investisseurs qu'on a comme Jeff Bezos, qui a investi il n'y a pas si longtemps que ça dans le laboratoire pour le rajeunissement cellulaire. Aussi, comme Musk, ils veulent aller dans l'espace, ils sont allés dans l'espace et ils ont des ambitions à ce niveau-là. Donc moi, je ne condamne pas, je ne juge pas, je ne suis pas dans le jugement de tout ça. Je dis juste qu'il y a un programme, il me semble, archétypal dans l'être humain qui nous amène à réaliser ceci. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer l'espace, et ce, dès l'enfance? Que pouvez-vous nous partager sur vos visions à distance, le remote viewing, comme nous l'appelons? Je me suis intéressé au chamanisme, à l'ethnobotanique, par le biais d'un cheminement qui commence déjà dans l'enfance. Il y a une fascination, moi aussi, pour ces grandes questions existentielles, d'où l'on vient, qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce que la réalité, des grandes questions, est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce qu'il y a un principe intelligent derrière le vivant? Ça, c'est les grandes questions qui m'ont motivé. J'ai eu une adolescence assez studieuse où j'étais plutôt dans les livres, je sortais pas trop, j'étais vraiment dans les bouquins. Je pense qu'à 14-15 ans, j'avais déjà lu Jung, Einstein, enfin c'était vraiment mes mentors, c'était mes héros, à moi c'était ces scientifiques. Et j'avais d'ailleurs acheté une petite lunette astronomique à l'époque et je regardais le ciel à la fin des années 80. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, pas une seule exoplanète n'avait été découverte. Et donc que tous les scientifiques, tous les astrophysiciens de l'époque disaient le système solaire, c'est un phénomène unique qui s'est produit au hasard, qui est improbable et qui est super rare, mais qui est vraisemblablement unique. Aujourd'hui, on est, je crois, à plus de 5000 systèmes exoplanétaires de découvert depuis 1995. Donc moi, je suis très content d'avoir vécu ça, parce que de voir que j'observais le ciel déjà, moi, en rêvant, parce que j'étais la génération Star Wars, la guerre des étoiles, et de me dire, quelque part, pour moi, c'était déjà peuplé, il y avait déjà des entités, des systèmes avec des vies intelligentes et d'autres systèmes planétaires, comme dans Star Wars. Et là, la science est venue valider ça dans les 30 années qui ont suivi. Je me suis intéressé à la vision à distance, parce que, utilisons son terme en langue française, la vision à distance, remote viewing, c'est venu à moi parce que je me suis intéressé à la cognition à travers le temps et l'espace par mes recherches qui sont consignées dans l'ouvrage Se souvenir du futur, où j'explique cette fameuse rétrocausalité cognitive, cette rétrocognition. C'est-à-dire la possibilité du futur en conscience d'influencer les événements du passé.
Donc je me suis intéressé à la vision à distance parce que je pensais qu'il y avait des passerelles intéressantes. Donc j'ai constitué des groupes d'expérienceurs. Hein. On a travaillé sur des cibles, par exemple. Alors comment se déroule une séance de vision à distance? Vous avez des intuitifs qui sont des gens qui vont recevoir une coordonnée d'une cible. Alors ce sont une coordonnée, ça peut être, si c'est un lieu physique, des coordonnées géographiques, hein, longitude, latitude, mais ça peut être aussi une coordonnée imaginaire qu'on va préparer, que l'administrateur de l'expérience va préparer pour l'intuitif. Donc c'est une coordonnée qui peut correspondre à un lieu. Par rapport à l'espace, par exemple, on avait fait une expérience où moi j'avais la coordonnée de la cible, c'était le satellite Europe de Jupiter. Et donc, je donne cette coordonnée à une intuitive et elle me décrit effectivement un astre glacé. Alors, elle ne sait rien du tout, il faut être bien conscient qu'elle n'a rien, elle a juste une suite de chiffres. Hein. Elle décrit effectivement ce monde glacé d'Europe, mais elle va beaucoup plus loin. Elle va jusqu'à décrire un phénomène qui a été observé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire des geysers d'eau chaude qui sont projetés à la surface d'Europe. Elle décrit ça d'une façon très claire. Et d'ailleurs, Ingo Swann, qui était l'un des initiateurs du remote viewing, de la vision à distance, qui a été mise en place quand même par le renseignement et l'armée américaine, hein, cette technologie de la conscience, pour faire de l'espionnage psychique à distance, et qui a eu des résultats d'ailleurs extrêmement probants, pendant plus d'une trentaine d'années. Mais comment un intuitif peut se connecter à des parties de l'univers? Vous avez une séquence, à partir de la coordonnée mathématique, l'intuitif va prendre son corps comme outil de perception, il va faire une sorte de gribouillis qu'on appelle l'idéogramme, et à partir de gestes, il va raffiner une information, affiner ses perceptions jusqu'à avoir une image claire de la cible. Mais ce qui est important, c'est le feedback. C'est-à-dire que quand la personne a fait sa session, dans le futur, quelques jours après, voire quelques semaines, on lui montre la cible, on lui révèle quelle était la cible. Et quand il y a cet effet de comparaison, on s'aperçoit qu'il y a un transfert d'informations du futur aussi dans la session, dans le passé. Ce qui est troublant, c'est d'essayer de comprendre comment, à partir du corps, on est capable d'aller chercher des informations sur Europe, Jupiter, le centre de la galaxie. C'est comme si en fait le corps était une sorte d'hologramme de l'univers, comme s'il contenait en fait l'univers. Mais c'est l'espace en fait qui joue ce rôle, parce que l'espace est la conscience. L'une des pensées les plus synthétiques, c'est celle de Bernardo Kastrup. Bernardo Kastrup est un philosophe néerlandais qui a travaillé sur qu'est-ce que la réalité, comment fonctionne le cerveau, qu'est-ce que la conscience, enfin des grandes questions, on va dire, ces grandes questions dont on parlait tout à l'heure. Et Bernardo Kastrup dit quelque chose d'assez fascinant, il dit en fait que le cerveau humain est câblé, le réseau neuronal, le réseau du cerveau est fait en fait pour venir spatialiser la conscience dans l'espace, incarner la conscience dans l'espace. Donc Bernardo Kastrup montre qu'en fait la structure en réseau, l'organisation du réseau neuronal, ou même l'organisation d'un réseau forestier comme on a ici sous le sol, hein. On sait qu'aujourd'hui les forêts sont des réseaux interconnectés, le système racinaire, de symbiose aussi avec des champignons. Eh bien, Bernardo Kastrup dit qu'en fait, ces structures viennent positionner la conscience dans l'espace-temps, en fait. Et c'est assez fascinant parce qu'il va même plus loin. Il va jusqu'à dire que cette réalité physique qu'on croit être physique est aussi de l'esprit, n'est faite que de conscience. Ou à un moment, en fait, le cerveau, c'est ce que dit Bernardo Kastrup, le cerveau est un filtre. Il réduit la conscience à un positionnement spatio-temporel. Par exemple, moi, mon cas ici, là, à l'instant X. Mais à partir du moment où je vais délocaliser ma conscience, que ce soit par des états de conscience modifiés, par de la méditation, par une hypnose, par des plantes visionnaires, à ce moment-là, l'effet de filtre du cerveau s'amenuise. Et là, je vais récupérer un champ de perception beaucoup plus vaste. Moi, mes expériences les plus fortes que j'ai pu faire au sujet d'une perception de l'espace, même de l'espace profond par la conscience, je les ai faites avec des plantes de vision, notamment avec le breuvage ayahuasca qu'on utilise en Amazonie, que les chamans utilisent traditionnellement en Amazonie depuis à peu près 3000 ans. Il y a même une variété que j'ai découvert sur
sur site, qui est une variété spéciale d'ayahuasca qu'on appelle la cielo ayahuasca, qui est l'ayahuasca du ciel, et qui justement génère des visions et un accès au cosmos. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Don Ernesto, qui est un chaman métis, qui était un chaman métis, il est décédé en 2007. J'ai pu travailler plusieurs années avec lui et justement de prendre cette ayahuasca du ciel. Et je reconnais que j'ai eu des visions absolument fortes et qui nous interrogent sur ce qu'il y a autour de nous en permanence. En fait, cette structure de communication, ce web cosmique, cet internet cosmique de la nature est disponible en permanence, sauf à la conscience focalisée de l'état de veille. Lorsque j'étais dans cette vision dans l'espace, j'avais pas le sentiment d'être le Romuald Le Terrier là qui vous parle. Hein, je n'avais pas l'impression d'être corporellement incarné. J'avais la sensation d'être l'espace global. C'est-à-dire que j'avais la sensation d'être les étoiles, d'être les nébuleuses, d'être même l'espace vide entre ces objets. Il y avait une sensation de plénitude, mais aussi de remplissage de l'espace, même j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire que ma conscience était l'ensemble de la vision. Voilà. Et j'avais plutôt un statut assez flottant et diffus. Voilà. D'être à la fois pas forcément localisé dans l'espace-temps, justement, parce que cette défocalisation du filtre fait qu'effectivement ma conscience était complètement diffuse, elle était tout en fait, elle était tout le champ de perception et de l'expérience en fait. Au moment d'aborder la planète, où ma conscience ensuite est descendue en survol, presque en survol, je me souviens de phénomènes iridescents dans l'atmosphère, des choses que j'avais jamais vues sur Terre, des couleurs sursaturées, des choses qui n'existent pas en fait, en tout cas dans cette réalité matérielle. Et ensuite, il y avait comme un ensemble de réseaux aussi à la surface de la planète. C'était à la fois aussi technologique, c'était assez étonnant. On aurait dit quelque chose d'organique, biologique, mais en même temps de très haute technologie. Voilà, c'est le sentiment que ça m'a donné, une sorte de fusion entre la nature, la culture, la technologie en fait. J'ai retrouvé ce concept de web cosmique auprès du peintre chaman Pablo Maringo en Amazonie. Je me souviens parce qu'on avait fait une exposition de peinture importante dans ma région, dans les Ardennes, le festival Chimeria des arts visionnaires, et on avait justement invité Pablo Maringo à venir en France. Et donc pour faire ce travail préparatif de l'exposition, on avait passé plusieurs semaines avec lui à son école Ushko Ayar à Pucallpa pour travailler sur ses œuvres. Et je me rappelle d'une œuvre que j'avais trouvée incroyable, où je voyais des chamans comme ça qui étaient interconnectés, qui semblaient être comme dans un métaverse, dans un métavers, et communiquer entre eux dans des bulles de réalité virtuelle. Et il y avait un chaman africain, il y avait même un moine bouddhiste, il y avait un chaman shipibo, il y avait différents chamans qui semblaient être connectés. J'avais demandé à Pablo, mais c'est quoi cette peinture ? Il m'avait dit, c'est le réseau des chamans, c'est notre internet à nous. Voilà. Et c'est comme ça qu'on communique. Et il dit, il n'y a pas que des humains. Il dit, sur ma peinture, il y a aussi des entités exogènes, extraterrestres, d'autres mondes, aussi d'autres temps. Il y avait des Incas aussi dans la peinture, mais j'ai dit donc des Incas du passé. Il me dit oui. Il dit dans ce réseau, le passé, le futur, le présent, c'est mélangé en fait. Il n'y a plus de temps ni d'espace. Il y a l'homme technologique qui a développé des machines pour aller dans la Lune. D'ailleurs, il y avait une histoire qui était intéressante avec un grand chef Lakota qui avait parlé justement à un astronaute. Et après la conquête de la Lune, après les premiers pas sur la Lune, et ce chef qui était aussi un chaman a rigolé en disant comme ça à l'astronaute américain, mais c'est marrant que vous alliez là-bas avec des machines, avec des fusées, parce que nous on y va avec des chants tous les soirs sur la Lune. Et j'avais trouvé ça d'une poésie extraordinaire et aussi d'une vraie réalité, parce que ces outils que sont les chants chamaniques, que sont les trans, ces outils de défocalisation du filtre, du cerveau, permettent justement à la conscience ces expansions, et donc d'aller effectivement sur la Lune et voire même plus loin, et dans le futur et dans le passé, et de communiquer avec des entités, même ici sur Terre, qui sont en réseau et qui ne sont pas perçues comme ça, comme telles, dans l'état de veille. Et que change le voyage astral pour l'être humain ? Modifie-t-il son essence ? Il y a une prise de conscience du plus vaste, voilà, du plus vaste que l'on est soi-même en fait, plus vaste de ce que l'on est nous-mêmes. On n'est pas uniquement cet amas de cellules là posées à cet instant dans l'espace. On est beaucoup plus que ça.
on s'identifie naturellement dès l'enfance à notre corps, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est tout petit. Lorsqu'on est tout petit, on a des perceptions où le haut, le bas, tout ça, c'est pas encore bien structuré. Le fait qu'on pense être la conscience produite et être dans le corps, c'est une production culturelle. Ce n'est pas une réalité claire. Le matérialisme postule qu'effectivement la conscience est générée par nos états neuronaux, par les corrélats de la conscience, corrélats neuronaux de la conscience. Or aujourd'hui, justement, l'idéalisme, la philosophie idéaliste analytique de Bernardo Kastrup vient démontrer très clairement que c'est une erreur en fait, que c'est une méprise. Certaines théories, comme celle des explorateurs d'antan, qui seraient perçus comme des extraterrestres provenant du futur, se démocratisent de plus en plus. Quel est votre avis sur la question ? Il y a une hypothèse qui est intéressante, je trouve, concernant l'ufologie et ces soi-disant extraterrestres. Ça serait aussi possiblement qu'on ait affaire à des visiteurs humains, mais qui viennent du futur et qui auraient développé des technologies non seulement transspatiales, mais aussi transtemporelles. On sait que les lois de la physique autorisent ces machines du futur, ces moyens de voyage. C'est clairement été prouvé par les théories d'Einstein, qui sont validées quasiment toutes les semaines aujourd'hui dans des nouveaux papiers, des nouvelles observations. Donc c'est pas impossible de penser que nos visiteurs auraient une action un petit peu téléonomique sur l'histoire, c'est-à-dire que c'est d'assurer aussi leur propre survie dans le futur par rapport à des actions qui pourraient être menées dans le passé. Alors on va me dire oui, mais ça crée des paradoxes, tout ça, mais en fin de compte, il n'y a pas de paradoxe. Il y a paradoxe quand on dit d'un paradoxe qu'il y a un paradoxe quand on ne comprend pas. Mais quand à un moment on comprend qu'on a affaire à des boucles temporelles, il n'y a pas vraiment de paradoxe. Il y a cette histoire, par exemple, d'un ovni qui est apparu dans la forêt de Rendlesham dans les années 80 en Angleterre, où l'un des deux témoins, qui sont des militaires, tout ça a été très, très bien documenté, aussi bien par les enquêteurs sur place que les enquêteurs militaires, ufologues. L'un des témoins a touché la machine. Et quand il a touché la machine, il a reçu une information, il a intuitivement capté que cette machine venait du futur, n'était pas du tout d'origine extraterrestre. Et d'ailleurs, pendant, je crois, plus de 48 heures après, il n'a fait que écrire des pages de 01, 01, 01, 01, c'est-à-dire de la donnée numérique. C'est intéressant, c'est que peut-être qu'il y a un code derrière cette donnée numérique. Et aujourd'hui, je me dis, si ce sont nos descendants dans un lointain futur qui ont transmis ce code, eh ben nous, dans le passé, on peut établir tout de suite ce code pour communiquer et avoir une information qui vient du futur. Puisque comme on est dans le passé, on est capable de déterminer un code qu'on peut leur transmettre à eux dans le futur, que eux peuvent utiliser et nous ramener dans le passé par le biais de phénomènes comme il s'est passé là dans la forêt de Rendlesham. Ça reste théorique, mais ça reste possible. Voilà. Voyager dans l'espace par le biais de machines ou de la conscience pourrait-il ramener plus de sagesse dans notre société, ou peut-être même une réponse aux problématiques d'aujourd'hui ? Serait-ce une aide plausible à notre évolution en tant qu'espèce humaine par le biais de l'inconscient collectif ? Et est-il possible de rencontrer les aliens sans trop de désordre ? Complètement. Aujourd'hui, on espère même, avec la situation qu'on vit actuellement, situation de crise écologique, cette crise multifactorielle, la pandémie, une guerre en plein cœur de l'Europe, on est à la frontière presque de la Troisième Guerre mondiale. On continue à regarder en l'air et on se dit hey, on ne pourrait pas avoir un petit coup de main là quand même pour essayer d'évoluer. Mais bon, ce qui se passe aujourd'hui, hors la pandémie, mais on est un peu comme des petits-enfants, on est maladroit, quoi. On a un petit peu Jake quand il arrive sur Pandora dans Avatar, quoi. Il est très maladroit, quoi. Voilà. L'être humain, il est encore jeune, il est encore maladroit et il a des choses à comprendre. Le problème, c'est il casse beaucoup de choses dans la maison Terre, quoi. Et donc, ça serait bien qu'il y ait quand même une prise de conscience. Est-ce qu'elle viendra de l'extérieur ? Directement, je ne le pense pas, parce que je pense que ça pourrait être considéré comme quelque chose d'intrusif. On sait, par exemple, par expérience, que des peuples natifs qui ont eu des contacts avec les Occidentaux, qui avaient un niveau de technologie plus avancé, ont complètement délaissé leur culture. Alors bien sûr, je ne vais pas parler que des massacres qu'il y a eu, ou des destructions, où il y a carrément eu des génocides contre les peuples premiers, mais il y a aussi eu des phénomènes un peu plus tardifs où des gens ont délaissé leur culture
parce qu'ils ont attrapé Internet, ils ont attrapé le téléphone portable, ils ont eu accès à la télévision et donc ils ont laissé tomber leur culture. Peut-être que si des êtres plus évolués arrivaient, peut-être qu'on abandonnerait aussi la culture humaine. Et je ne suis pas sûr que ça soit un bien. Et si à un moment nous sommes des êtres non contactés, comme certaines tribus en Amazonie aujourd'hui, ou encore au Brésil, il y a quelques peuplades non contactées, où on fait dévier même les avions de ligne pour qu'ils ne passent pas au-dessus de ces espaces complètement préservés. Si nous sommes des êtres non contactés, c'est qu'il y a une raison. Vraisemblablement, ces êtres plus évolués ne veulent pas détruire notre culture. Voilà. On n'aura pas la possibilité de se rendre facilement, dans un premier temps, sur des exoplanètes, mais on va déjà les observer. Avec nos télescopes, on pourra savoir très prochainement si, par exemple, il y a de l'oxygène. S'il y a de l'oxygène, au niveau des signatures spectrales, on saura qu'il y a de la vie, vraisemblablement. Des choses comme la chlorophylle aussi peuvent être détectées. Et puis, des télescopes encore plus puissants nous permettront même de pouvoir percevoir à la surface d'une planète une activité technologique, c'est-à-dire des autoroutes, des réseaux ferrés, des lumières, tout simplement, des villes, de l'électricité. Donc peut-être qu'on sera conscient effectivement d'une vie ailleurs, mais par une observation beaucoup plus lointaine. Avant de pouvoir aller là-bas, j'espère qu'on aura gagné en sagesse pour ne pas reproduire les erreurs du passé, d'amener notre culture, de coloniser et de détruire. Je ne suis pas certain dans un premier temps qu'il pourrait y avoir une forme de perception. Notre conscience étant focalisée par nos structures neuronales en état de veille, je ne suis pas sûr qu'il pourrait y avoir un contact physique avec une entité exogène, parce que n'étant pas capable de l'appréhender, je ne suis pas sûr qu'on la verrait dans sa manifestation réelle. On voit par exemple dans l'ufologie, on nous parle de petits gris, d'entités comme ça, mais moi j'ai toujours eu l'impression qu'on avait affaire en fait à des représentations embryonnaires. C'est-à-dire des êtres embryonnaires qui sont mal formés parce qu'ils sont mal perçus en fait. Étant mal perçus, ils sont déformés. Il y a des observations de rencontres du troisième type qui sont absolument absurdes dans le processus même de rencontre. Et ça vient de la dissonance cognitive, ça vient de la dissonance de la perception. On n'est pas tout simplement câblé pour percevoir ces phénomènes et donc on ne peut les percevoir que par périphérie. Et frontalement, c'est pas possible à mon sens. C'est pour ça que justement l'accès à ces entités par la conscience est intéressante, parce qu'elle permet une différenciation et aussi une double protection. On ne risque pas de s'annihiler les uns les autres parce qu'il y a cette distanciation qui est générée par l'espace et la conscience, et on est plus sur de l'observation un peu comme une danse, quoi. C'est-à-dire on s'observe, on ne s'approche pas trop. Alors je me souviens au début quand on a travaillé avec Ernesto avec l'ayahuasca du ciel, moi je lui disais mais je comprends pas, parce que moi étant ethnobotaniste, je connais les variétés d'ayahuasca, et moi je me disais mais en fait c'est la même, quoi. C'est pas une autre espèce, c'est de l'ayahuasca tout simplement, c'est du Banisteriopsis capi, quoi. Et Ernesto me regarde et me dit oui mais elle fait pas la même chose, parce que l'intentionnalité est pas la même, parce que le contexte d'utilisation est pas la même. Et il m'avait dit, je trouvais une métaphore que j'ai réutilisée je crois dans un de mes ouvrages de la jungle aux étoiles, mais il me dit mais en fait l'ayahuasca du ciel c'est un télescope végétal, quoi. Il y a des formes de méditation aujourd'hui, ce qu'on appelle méditation exogène, c'est-à-dire d'essayer de contacter des entités dites exogènes, extraterrestres ou autres, d'autres natures, par le biais d'états de conscience modifiés légers comme la méditation, voilà, ou aussi l'hypnose. Voilà, c'est des outils, on va dire. Voilà. Depuis quelques années, moi j'essaye d'investir pas mal de champs de recherche avec les découvertes que j'ai pu faire, avec une approche pluridisciplinaire qui va de l'ethnobotanique, la physique, la psychologie analytique, enfin tout un champ qui peut paraître séparé, mais au final pour moi c'est la même gnose, c'est la même connaissance. Ce qui me paraît fondamental aujourd'hui et ce qui m'intéresse le plus, c'est d'investir ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Alors l'inconscient collectif, le problème c'est qu'on a tendance à le situer ailleurs, soit dans notre tête, mais dans un inconscient de notre cerveau. D'autres ont tendance à dire que c'est un lieu physique, un arrière-monde à notre réalité. Et j'aime beaucoup justement l'idée de Kastrup de dire non, c'est là tout le temps. Sauf qu'il faut avoir la conscience qui se défocalise, il faut que le filtre soit un petit peu éteint pour pouvoir avoir cette ouverture sur la perception. Je pense que tout est là.
dans l'inconscient collectif. Et moi, je travaille aujourd'hui à mettre en place même des moyens technologiques pour essayer d'investir cet inconscient collectif, pour essayer d'en voir les portes d'entrée et les accès, pour accéder à ce qui est déjà là autour de nous et qui est juste vertigineux. Dans l'inconscient collectif, il y a toutes les réponses. Voilà. Ça ne veut rien dire, inconscient collectif. Ce mot, il est mal choisi. Une chose qui s'ignore. Enfin, il faut aussi inventer un autre mot. Hein. C'est une question de langage. Il faut qu'on invente une autre terminologie. Il faut qu'on arrive à créer une cartographie, une autre topologie de ces espaces. C'est super important. Et c'est fondamental parce qu'il y a toutes les réponses dans cet inconscient collectif. On voit que par les rêves, de nombreuses réponses ont été apportées à des solutions. Il y a de nombreux savants qui ont rêvé de leurs formules mathématiques, on pense à Kegulé par exemple avec le carbone. Enfin, il y a plein de gens qui ont eu par le biais de l'inconscient des informations qui ont changé leur vie et qui ont changé aussi l'humanité, vraiment. Nous arrivons à présent à la fin de cette interview et espérons que vous avez apprécié cette exploration. Retrouvez Romuald Le Terrier dans le documentaire « Le jour où les terriens sont devenus extraterrestres » en exclusivité sur INRES TV. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.